Alors, bonjour, bienvenue. Je m'appelle Sian. Je suis une associée de transfert de connaissances à Alzheimer Canada. Je serai votre modératrice aujourd'hui pour l'isolement social, les troubles neurocognitifs pendant et après les pandémies. Alors, je demanderai, rappellerai aux gens que vous avez la possibilité de choisir la langue écoute. Vous avez un bouton d'interprétation en bas et il y aura des questions qui surviendront. On apprécie que vous y participiez. Voici un sondage, par exemple. Hum, ceci ne sera pas enregistré, seulement l'audio des panélistes. Et il y aura donc à la fin une période questions-réponses et pour pouvoir répondre à tout commentaire que vous pourriez avoir ou toute question. La Société de l'Alzheimer au Canada sont sur le territoire de plusieurs nations, y compris l'Anishinaabe, Chippewa, l'Anishinaabe et les Wendake. Et c'est maintenant également sur les terres de plusieurs peuples métis. Hum, Il y a différents traités qui ont été signés et qui sont reconnus. Nous travaillons dans un espace et où nous voulons reconnaître le travail qui a été fait par ces différentes personnes qui nous ont précédés. Et il y a des différents groupes associés et nous voulons les remercier de leur participation. Démence et soins. Nous pensons que toute personne qui sont au courant qui veulent en savoir plus sont sur rodotcare.ca. Alors, il y aura des documents qui continueront d'être émis par des groupes d'études sur la santé autochtone et nous pouvons tous en apprendre plus à ce sujet. Alors, c'est notre 6e événement pour la série de webinaires de Dementia Talks Canada présenté par la Société d'Alzheimer du Canada. La raison de ces présentations est de donner des informations à jour et d'offrir des sujets à des personnes qui pourraient être atteintes de démence et la façon dont ils peuvent être aidés dans leur vie au quotidien. La Société Alzheimer du Canada est un groupe à but non lucratif à l'aide des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Il y a des programmes et des services pour ceux qui vivent avec un tel diagnostic et leur aidant naturel. Il y a des programmes de recherche qui sont financés pour la démence et les soins et traitements à l'appui de ces personnes-là. Alors, Brain Canada joue un rôle unique pour les communautés et aide à aller de l'avant avec la recherche et la compréhension de la façon dont le cerveau fonctionne pour amener à de meilleures façons de traiter cette maladie et servira également à améliorer l'état de santé des personnes qui en sont atteintes. Alors, chaque mois, Dementia Talks Canada offrira un sujet relié à la démence, y compris des gens qui ont une expérience directe de cette maladie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'isolement social et troubles neurocognitifs. Pendant et après les pandémies, nous avons 5 personnes qui ont une perspective unique sur ce sujet. J'aimerais d'abord accueillir Dr. Deborah Sheets. Dr. Sheets est professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Victoria et chercheuse affiliée à l'Institut on Aging and Lifelong Health. Alors, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci. Brenda Brophy est défenseuse des droits des personnes âgées. Elle a participé à la série de balados Call to Mind, Histoire audio d'amour et perte de mémoire. Elle s'occupe aussi de parents vivant avec la démence. Elle continue de refléter sur l'expérience et continue d'aider, appuyer les autres qui font face à ces défis. Merci, Brenda, de rejoindre à nous aujourd'hui. Mais il n'y a pas de quoi. Rena et David Chess vivent en Colombie-Britannique. Ils ont élevé 4 enfants ensemble avant sa retraite. David était un professeur et Rena était travailleuse sociale. Les deux ont participé pendant la pandémie à différents événements, y compris la chorale des Voices in Motion.
Oui, heureux d'être ici, merci. John Hamill, défenseur des droits et une personne atteinte de démence de London en Ontario. Il a travaillé pendant plusieurs années comme un travailleur qui a aidé à la production d'un guide sur l'isolement et l'amélioration des liens sociaux publiés en juillet 2021. La démence l'a forcé à prendre sa retraite, mais bienvenue à John, vous êtes joint à nous. Mais merci de m'avoir invité. Alors, commençons. Nous allons commencer avec votre discussion de panel. En commençant avec Dr. Sheets, à quel point est-ce que l'isolement social est-il présent parmi les personnes atteintes de démence? Oui, bien, on estime qu'à peu près un adulte sur trois de 45 et plus se sent seul et après un quart des personnes au-dessus de 65 ans se sentent isolées. La solitude, c'est quelque chose de subjectif, là, quand on n'a pas les relations sociales que l'on s'attendrait à avoir. Alors, il y a des différences dans les différents concepts que nous utilisons pour en parler, mais cela a un impact significatif sur le style de vie et la santé de ces personnes-là. Oui, c'est assez répandu. Je crois que la solitude et l'isolement social, ces deux concepts-là, euh, sont des concepts qui sont vraiment présents dans la vie des personnes. Et il y a différentes approches, différents facteurs, en fait, qui contribuent. Les personnes en vieillissant, tendent à s'isoler plus, ils ne peuvent peut-être plus conduire, leur époux-épouse est peut-être décédé, leur cercle d'amis est peut-être restreint. Alors, c'est un problème assez courant et qui est reconnu de plus en plus, et surtout sur la qualité de vie des personnes affectées. Merci, Dr. Sheet. Je crois qu'il y a bien des gens qui ne comprennent pas qu'il y a une différence entre l'isolement social et la solitude. Alors, merci d'avoir soulevé ces points-là. Brenda, peux-tu nous parler un peu de ton expérience en prenant soin de ta mère pendant la pandémie? Mais oui, absolument. Maman était en soins de longue durée depuis 2017. Quand entrée en institution, elle avait l'habitude de recevoir des soins tous les jours de toute façon. J'étais très proche de ma mère. Euh, je jouais avec elle, on écoutait de la musique, on faisait des casse-têtes, beaucoup d'interactions. Ma mère, dans sa situation, avait un manque de mémoire à court terme, mais dès qu'elle était euh, avec des personnes qu'elle connaissait, elle était très heureuse. Mais quand la pandémie a frappé, j'ai pu lui expliquer ce qui allait se passer. Donc, en mars 2020, c'était la journée qu'on n'oubliera jamais. Pour nous, c'était la dernière fois que pu voir ma mère jusqu'en juillet, pardon, et avec les aidants, nous avons pu établir de, canaux de communication. Je n'ai pas pu être vitesse pour ma mère. Alors, il y a de longues périodes de temps où je n'ai pas pu la voir. Je pouvais lui téléphoner, mais ma mère disait que tout allait bien. Mais je savais bien qu'elle était seule dans son lit toute la journée. Alors, c'était vraiment ma mère n'était pas solitaire nécessairement, elle était indépendante. Elle n'avait pas énormément d'amis autour d'elle. Alors, souvent, si on lui demandait si elle voulait faire des choses ou sortir, elle disait de façon très douce et amicale que non, qu'elle allait bien. Et que, en fait, elle restait dans son lit toute la journée au détriment de ses fonctions cognitives et physiques. Quand j'ai pu revoir ma mère, je crois que c'était le 10 juillet, sur des appels Zoom et en l'appelant. J'ai bien vu qu'elle n'allait pas très bien. Et quand j'ai pu la voir, il y avait un changement dans ses yeux. Les yeux ne scintillaient pas de la même façon et la personnalité qu'elle avait avant. En fait, elle avait perdu aussi beaucoup de poids. Elle était rendue à 65 livres. Elle pesait 65, elle a perdu 20 livres en très peu de temps. Euh, Ma mère, bon, n'était pas très difficile quant à sa nourriture, mais je n'ai pas pu participer à ces menus et donc cela a causé un déclin dans sa santé physique et cognitive. Bon, différents scénarios, différents enjeux cet été. Maintenant, à l'automne, ma mère, en fait, j'ai reçu un appel après une chute. Euh,
Après 7 jours, ma mère a repris, quand j'ai recommencé à lui apporter de la nourriture, elle a repris un peu de sa santé parce qu'elle allait si bien. L'institution où elle était on déterminé qu'elle n'a plus besoin de visiteurs et donc j'étais exclu. Alors bon. Alors, on a essayé j'ai des plaintes et en décembre, nous, après sa chute, nous avons pu préparer sa chambre à la maison et on savait que l'on pouvait avoir de l'aide. Et heureusement, après cela, nous avons pu avoir de l'aide supplémentaire. Nous avons eu une infirmière étudiante et nous avons pu avoir ma mère pendant encore 10 mois à la maison. La joie, les rires que nous avons pu partager étaient incroyables, mais ma mère a été en déclin et c'était déjà douloureux à voir. Et on m'avait dit que ma mère n'allait peut-être pas oublier qui j'étais, mais ce n'est pas vraiment le cas. À certains points, elle me regardait, elle me disait merci beaucoup quand je lui apportais sa nourriture, mais je compris qu'elle ne savait pas qui j'étais. Peut-être qu'elle pensait que j'étais une infirmière. Alors, c'est une expérience que je n'aurais pas voulu changer, mais il y a eu tellement d'enjeux autour de la pandémie et les soins de longue durée de ne pas permettre aux membres de la famille qui sont toujours occupés de la personne de ne plus avoir accès. Il y a bien d'autres personnes qui n'ont pas pu voir leur famille. Alors oui, c'était vraiment incroyable, stressant et ça a brisé le cœur, évidemment. Merci beaucoup d'avoir partagé ça, Brenda. Oui, c'est bon d'avoir, c'est une magnifique technologie pour aider les gens à se connecter, mais d'être en personne, c'est toujours beaucoup mieux si on peut le faire, certainement. Alors, maintenant des questions pour John ou David ou Rena. Est-ce que de vivre avec la démence fait en sorte que vous vous sentez isolé socialement? Et si oui, pouvez-vous expliquer comment cela se passe? Ben, je vais commencer. Ben, mes idées là, sur ce sujet d'isolement social, surtout pendant les pandémies. En fait, j'ai bien aimé cela, en fait. Différents groupes ont discuté de cela auparavant et le consensus était, et c'était mon opinion également, qu'on l'aimait, en fait. La raison étant que, avec la démence, votre monde rétrécit hein, au fur et à mesure que la démence progresse et trop d'activités, c'est trop pour le cerveau et éventuellement de pouvoir faire nos propres affaires, rester à la maison avec nos propres activités. C'était une bonne chose en fait de ne pas voir des gens n'était pas si difficile pour nous tant qu'il y a des activités qui nous tenaient occupés, qui tenaient notre esprit occupé. On peut continuer comme cela. Merci, John. David, Rina, quelque chose à ajouter à cela? Isolement social? Ben, la chose que j'ai apprise en termes d'être après mon diagnostic avec la maladie d'Alzheimer, que l'on peut rapidement devenir isolé d'autres personnes. Et ce que j'ai eu à faire, ça a été de me mettre à un endroit où je pouvais chanter et danser comme j'aimais le faire avant. Ben, nous sommes en état de transition maintenant. On vivait sur une petite île, l'île du Golfe, et quand la pandémie a frappé, eh bien, et- il y a eu un isolement social. Mais la chose que nous avions, c'était des petites marches d'à peu près 3 kilomètres où l'on pouvait voir d'autres personnes qui nous dépassaient ou de l'autre côté de la rue. Et ça nous semblait être des moments où l'on pouvait se connecter. Nous étions en communication avec la famille, par téléphone fondamentalement, et aussi avec Facebook et les messageries textes également. Alors, je pense que nous avons parlé d'avoir été isolés, certainement nous avons vécu cet isolement, mais en même temps, il nous manquait beaucoup de choses dans notre vie, mais on avait l'un et l'autre cependant, et quelques amis que l'on voyait.
à une certaine distance sociale également. Eh bien, c'est bien au moins que vous avez pu trouver quelques conforts auprès d'autres personnes. Alors, Dr. Sheet, je sais qu'on en a parlé un peu, comment l'isolement social pour les gens avec démence est une inquiétude de santé publique. Pouviez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Pourquoi quelqu'un avec un si haut risque d'isolement social? Oui, merci beaucoup, Siane. Je crois que les gens en général avec des pertes de mémoire, de démence, ont un plus grand risque d'isolement social parce qu'il y a tellement de stigmas qui sont reliés à la démence et souvent, ils ne veulent pas avoir à répéter leur histoire. C'est un stigma qui est attaché aux gens qui ont des pertes de mémoire. Et le problème étant que l'isolement social augmente la cause de décès prématuré de plusieurs causes, perte de mémoire, eh ben, ça mène à une plus grande probabilité de démence reliée aux maladies cardiaques, aux AVC, au risque de dépression, d'anxiété. En fait, 68% d'augmentation d'hospitalisation, 57% d'augmentation d'urgence. En fait, ça a un impact significatif sur la santé à tous les niveaux. Et John a tout à fait raison en disant que parfois, ça peut être une bénédiction de ne pas avoir trop à faire parce qu'on peut se sentir débordé. Mais par contre, les gens ont tendance naturelle de se retirer aussi quand ils ont des pertes de mémoire. Et ça peut mener à un isolement social de façon inadvertante. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de maintenir des liens sociaux. Et donc, c'est parfois difficile de savoir comment faire cela en communauté parce qu'il n'y a pas tellement de programmes qui incluent les gens avec des pertes de mémoire et de démence. Alors, bon, il y a des améliorations à ce niveau-là, mais ça demeure. Donc, c'est important, vu qu'il n'y a pas de guérison pour l'Alzheimer ou la perte de mémoire, c'est important donc d'avoir ces différents programmes disponibles parce que nous voulons atténuer l'impact sur la santé en attendant une guérison plus permanente et on sait que cela peut faire une différence. Merci. Oui, un petit commentaire si je peux là-dessus. Oui, John, j'aime toujours donner l'autre côté de la médaille sur ce que vous avez dit au sujet de l'isolement social. La partie que j'ai bien aimée, j'ai pu me tenir occupé. La raison étant que je ne voulais pas peut-être savoir avec l'apathie de la démence ou je ne voulais plus avoir trop à faire. Mais je sais que à un moment donné où les choses ont empiré, où je ne pouvais plus continuer au même rythme, et c'est là où j'ai trouvé que c'était magnifique de faire certaines des choses que je pouvais faire, que d'aller à des réunions Zoom ou des passe-temps, des activités artisanales, même si ce n'était que quelques jours quelques heures par jour, ben, ça remplissait un vide parce que je ne pensais même plus à ma perte de mémoire et ça ne m'a pas manqué du tout. C'est fantastique. Il semble que vous avez pu vous adapter très bien, John. Alors, Brenda, il semble que vous avez fait beaucoup de bon travail de représentation pour votre mère. Avez-vous des conseils à offrir à d'autres aidants naturels? Comment ils peuvent représenter les membres de la famille quand ils sont en isolement ou en soins de longue durée? Oui, c'est un défi. Il y a tellement de couches quand on traite, on a à travailler avec des institutions de soins de longue durée. Je ne crois pas que ça importe peu dans quelle institution vous retrouvez, il y a des enjeux systémiques. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que les gens qui travaillent en soins de longue durée, ce sont des anges. Ils font un travail extrêmement difficile et la plupart font de leur mieux, mais souvent, il y a des enjeux autour du personnel, il y a des choses qui sont remis à plus tard et ça incluant différents programmes sociaux. Il n'y a pas suffisamment de personnel. Ma mère, est active dans la communauté. Elle préparait des programmes, elle était bénévole 4 jours sur 5 par semaine.
dans sa communauté. Elle jouait à toutes sortes de jeux, d'activités. Elle était toujours active. Et puis, à un moment donné, elle a participé à des programmes pour adultes avec personnes avec démence quand elle ne pouvait plus vivre seule. Mais elle a été très impliquée socialement et ça a continué en soins de longue durée. Finalement, le nombre d'activités a diminué et j'étais moi-même très activité avec ma mère. On était très proches. Je gardais un œil sur tout et j'avais des activités de cédulé. Je l'appelais pour la rappeler de descendre en bas, participer au bingo. Pour ceux qui ont la chance de vivre près de leur personne aimée ou qui ont la capacité d'être impliqués à l'institution, ben, écoutez, continuez d'être impliqués, même si la personne avec la démence oublie qui vous êtes. Euh, ne pensez pas que l'être que vous aimez n'est pas encore à l'intérieur de la personne. Et oui, ça a été difficile pour moi, mais ma mère était toujours ma mère et mes sentiments n'ont jamais changé. Donc, de rester relié, de comprendre qu'on peut avoir un impact à une différence. Et Debra, la chorale Voices in Motion, ça a tellement utile. J'en ai parlé à ma mère, elle a participé au premier concert. Vite, tout de suite, hein, s'est jointe à la chorale et je me rappelais que nous avons eu tellement de plaisir, ma mère et moi. Par chance peut-être, mais il y avait une soirée où sa sœur aînée, qui a 104 ans et qui n'a pas de démence, elle est encore parmi nous. Donc, nous sommes mis à jouer de la musique un soir et ma mère a allumé l'arbre de Noël et j'ai tellement de beaux vidéos où ma mère et sa sœur chantaient ensemble, chose qu'on n'avait jamais entendu faire avant. Enfin, grâce à la magie de la technologie de Spotify, j'ai pu les conserver et j'avais une liste de musique pour ma mère. Alors que ma mère continuait de répéter quand on allait voir le médecin, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va. Hein, c'est stressant souvent. Mais je mettais cette musique et on chantait tout en se rendant chez le médecin. Alors, on a eu tellement de plaisir et on a pu rire ensemble. Il y avait ces moments-là où on se retrouvait ensemble qui sont inoubliables. Hein? Ma mère chantait avec sa sœur, oh mon Dieu, quelle connexion qui s'est établie. Et quand ma mère est décédée, la liste de musique qu'on avait enregistrée était de 4 heures, puis elle est entrée en soins palliatifs et j'ai dormi là pendant 12 jours et nous avons joué cette musique à toute heure du jour. Et parfois, mon mari venait et chantait avec la musique enregistrée et on voyait que ses doigts ou ses orteils bougeaient au rythme de la musique. Et il y avait donc la musique était le lien que nous avons pu compter. Et voilà, je vais vous montrer une photo de ma mère. C'est ma mère toute heureuse après qu'elle soit retournée vivre avec nous. Et heureusement, elle avait retrouvé ses liens. Son 101e anniversaire était passé sur passé le patio à l'extérieur et quand elle est entrée en soins extensifs, en soins prolongés, c'est la première fois que j'ai vu ma mère déprimée. On l'a ramenée à la maison en septembre. Son anniversaire, c'était le 5 avril 2021. On a eu une grande fête pour elle. Et il y avait des aidants, des voisins. Elle était en feu du moment où je l'ai habillée. Tout le monde sont venus avec des fleurs, des cadeaux. Il y a un magnifique enregistrement qui a été partagé où je l'ai mis au lit ce soir-là. Nous avons parlé de la journée qu'elle a eue et elle a parlé à quel point c'était magnifique. Et je lui ai dit, mais c'était important. Elle a dit, oui, j'étais la plus importante aujourd'hui. Elle était tout à fait impliquée. Aucun signe de démence cette journée-là. Mais son cerveau était allumé parce qu'elle avait eu toute cette simulation. Elle était exténuée pendant les jours qui ont suivi, mais c'était vraiment une prise de conscience pour moi que la personne est encore là. Il faut qu'elle soit stimulée, il faut qu'elle soit impliquée. Et cette journée était une des plus belles que nous ayons eues. Ça, par la suite, nous avons continué d'écouter de la musique, de jouer ensemble. Quand quelqu'un est en soins prolongés, écoutez,
Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent s'occuper ou garder la personne impliquée toute la journée. Alors, oui, il y a un lien par la musique, par des jeux sociaux, et il y a tellement de bénévoles, tellement de personnes qui peuvent faire cette sorte de choses. Plus vous pouvez vous éduquer, plus de ressources, vous faites appel à différentes ressources. Le lien avec la Société d'Alzheimer, c'était mon premier lien de contact. Et les premiers ateliers, c'était phénoménal. Quand je suis impliqué, oui, pour moi, là, ça m'a aidé à accepter le diagnostic de ma mère et de comprendre que je pouvais faire quelque chose, de m'éduquer et de m'occuper de ma mère du mieux possible. Alors, c'est ce que je vous conseillerais, de vous assurer de vous connecter, de rester impliqué, peu importe à l'institution ou ce qui se passe pour vous personnellement, et ne brisez pas ces liens. Oh, merci de ces bons conseils, Brenda. Oui, c'est très spécial, cette histoire avec votre mère. Alors, pour David, Rina, John, vous avez mentionné déjà une couple de choses qui vous tiennent impliqués socialement. Avez-vous eu d'autres expériences à partager, hein, qui vous tiennent occupés ou impliqués socialement? Oui, oui, je vais parler d'abord, si c'est possible. Pendant la pandémie, il y avait une chorale sur l'île à laquelle nous participions qui a terminé ses activités. Ça n'a pas repris après la pandémie. Alors, nous n'avions plus cette implication avec une chorale sociale. Alors, on chantait entre nous mutuellement, mais dans la maison, c'est pas la même chose. Puis, Raina a fait de la recherche en ligne et a trouvé Voice in Motion. Je crois que c'est sur notre page web. Nous avons exploré cela il y a à peu près un an et cela a bien rempli un manque. Et c'était vraiment une communauté qui nous a acceptés. La musique était magnifique, nous étions bien menés. Et la recherche que nous avons faite nous a rendu confiants d'être et reconnaissants de participer avec un tel groupe. Alors, c'est une des choses qui nous a le plus aidés. Nous faisons un peu de musique africaine, voilà. Ah, attendez, je vais fermer ça. Oui, donc un peu de musique africaine, ça nous tient occupés. Alors bien, certaines des choses qui me tiennent impliqué socialement, enfin, les réunions de Zoom ou par Zoom, euh, c'est ce qui a changé depuis la COVID. Le cercle d'amis est maintenant en Zoom, hein, et la société Alzheimer à London, là où la personne avec démence ou des personnes peuvent se réunir et parler, discuter, se réunir finalement. Avant, on se réunissait en personne avant la COVID, mais on le fait par Zoom maintenant. Mais ce qui est bien d'être sur Zoom, c'est tout le monde ne peut pas nécessairement sortir. Peut-être vous ne pouvez plus conduire. Euh, et d'avoir des réunions par Zoom, c'est magnifique. Et cette apathie où on n'a plus le désir de sortir. Mais Zoom a aidé à nous maintenir impliqués socialement par différentes activités et d'autres programmes comme d'aider. Hein, j'ai aidé Sian avec le guide pour les personnes avec des expériences de perte de mémoire. Alors, oui, plusieurs personnes avec des problèmes de démence, eh bien, suivent ce même cheminement. Ben, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous rencontrer en personne, mais je tiens à vous remercier de votre aide pour la publication. Alors, Dr. Sheets, pouvez-vous partager un peu plus d'informations sur le travail que vous faites autour des interventions de socialisation pendant la pandémie? Et qu'est-ce que l'on peut faire pour aider à la socialisation des gens avec démence? Et tout d'abord, je vais remercier la Société d'Alzheimer du Canada d'avoir financé le travail qui a été fait pour lancer The Voices in Motion, la chorale, pour des gens euh, et avec la participation de différentes écoles secondaires. Ça a commencé en 2018 et puis c'est devenu un but non lucratif, maintenant une œuvre de bienfaisance.
Bon, nous étions quatre avant la pandémie, nous sommes à deux groupes maintenant. Alors, nous avons différents parties en ligne sur Zoom souvent, même si c'était pas idéal, mais c'était quand même bon de pouvoir partager un espace. Alors, la chorale va très bien. Pendant la pandémie, j'ai porté mon attention à des cafés de mémoire. Et on se rencontrait une fois par mois pour éduquer, pour s'appuyer et de partager avec des membres de la famille qui avaient euh, eu des expériences avec d'autres membres en perte de mémoire. La chorale, ce n'était pas une question d'inviter les gens à chanter, mais des gens qu'on invitait, des chorales qu'on invitait à chanter en harmonie, à trois ou quatre voix différentes. Alors, il y a différentes activités comme le tambour africain dont David a parlé. Donc, de faire de la peinture. Nous avons amené quelqu'un la semaine dernière qui nous a aidé à un danseur professionnel qui a fait une sorte d'improvisation. C'est tellement bien. Tout le monde riait. Je crois que c'est important pour les dieux, les diades, les dieux, quoi. Le problème, le programme n'est pas une question de soulagement des aidants naturels, mais de se réunir tous ensemble pour consolider la relation avec d'autres personnes qui comprennent la situation et d'avoir un espace sécuritaire où tout le monde peut se rappeler, hein, et à quoi c'est, comment une vie normale quelle apparence ça peut avoir, et de rire ensemble et de mettre de côté nos difficultés temporairement. Donc, trouver de nouvelles façons de s'exprimer, c'est ce que nous essayons de faire, de parler là, les arts, de créer de nouvelles langues, de nouvelles façons de s'exprimer. Donc, très excité par le potentiel des arts à aider les gens à se concentrer sur les forces de la personne plutôt que de dire, oh, je ne peux pas trouver le mot approprié, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé hier. Ça aide les aidants naturels, hein, ou les aidants, le prodigueur de soins. Il y a les histoires qui sont créées, mais les arts, est une source de grande valeur. Nous avons des stratégies de démence au Canada lancées en 2019 et je suis déçu là, à un moment donné, parce que beaucoup de financement a été fourni pour créer euh, hein. Le mot utilisé, c'était amical envers la démence, mais c'est beaucoup plus que ça, d'impliquer des différents groupes, différentes personnes. Mais il n'y a pas de financé vraiment. Mes programmes tiennent à peine en place par manque de financement. Et il faut parfois que qu'on demande une certaine participation pour pouvoir offrir certains événements. On essaie de maintenir les coûts au minimum. Et oui, on essaye de continuer de fournir des soins. Avec la chorale, eh ben, ça a aidé la perte de troubles neurocognitifs. Hein? Et ça ne coûte pas 10 000 $. Ce que c'était, c'est que c'est pas qu'on changeait la maladie même, mais que l'impact stigma, quand on se sent isolé socialement, quand on se sent anxieux ou anxieuse, votre cerveau ne fonctionne pas aussi bien. Alors, en offrant un endroit où les gens peuvent se détendre, s'amuser, voir qu'ils peuvent apprendre de nouvelles choses, apprendre les paroles de chansons, ils peuvent participer, contribuer à quelque chose d'important, de significatif, ça fait une grande différence. Nous avons vu moins de détresse, de dépression dans les aidants naturels. C'était vraiment des résultats de notre recherche importants et il y a en fait si peu de programmes. À Victoria, nous en avons trois. Nous avons Voices in Motion, le Café Mémoire, et nous avons Minds in Motion sous l'hospice de la Société d'Alzheimer. Mais ce sont trois endroits virtuels où vous pouvez avoir de l'appui de la communauté, où on ne parle pas nécessairement d'éducation ou de respi, ou de répit pour les personnes aidantes, mais les arts,
Elles sont de grandes valeurs pour ajouter de la valeur, de la signification à la vie. Alors voilà, voici ma recommandation pour plus de programmes de ce genre parce que ça met de l'avant les relations sociales et ça ne coûte pas si cher finalement. Ramener de la joie dans la vie des gens, de les aider à normaliser leur vie. Euh, on peut encore se connecter à des gens. Il y a des façons de communiquer. Merci. Oui, aussi intéressé, Dr. Sheets, en écoutant vos podcasts. Pouvez-vous en parler un peu de votre série de balados? Ah oui, pendant la pandémie, il y a plusieurs personnes qui ont participé à cela. Et l'appel a augmenté, le call to mind en anglais, c'est un programme anglais. Vous pouvez aller à call to mind, podcast.com. Il y a euh, des membres aidants qui ont participé et qui ont développé, qui ont partagé des histoires personnelles et qui ont donné un aperçu à ce que c'est que d'être un partenaire de soins. Souvent, le focus sur les médias, oh, c'est si difficile d'être un aidant, mais oui, il y a des défis, mais des récompenses énormes, des moments intimes, inoubliables qui sont si importants à capturer. Et il y a d'autres podcasts, balados, sur ce qu'il faut savoir pour être un partenaire aidant. Parfois, il faut leur donner une voix, leur permettre de raconter leur histoire en conjonction avec leurs membres de famille. J'ai créé un manuel de formation. On est en train de le mettre à l'essai, mais je voudrais inspirer ses membres aidants à prendre des moments personnels, à vivre des expériences et de les enregistrer. J'aimerais pouvoir avoir encore des enregistrements de mes dernières expériences avec mon père avant son décès. Brenda aussi peut en parler souvent. Ça prend un certain temps avant de pouvoir les écouter après que la personne soit décédée. Mais et j'ai beaucoup d'enregistrements que je peux encore écouter. Et quand je veux avoir un moment de souvenir avec ma mère, eh ben, j'écoute un de ces enregistrements. Et ça me rappelle, oui, ça parfois des moments difficiles, mais aussi la joie d'être auprès d'elle et de m'occuper d'elle pendant ces moments. Et oui, si vous prenez soin de quelqu'un, ou même si vous visitez, enregistrez vos visites et vos conversations plus tard. Vous allez trouver un grand réconfort de pouvoir les écouter. Ce que je dirais sur les programmes communautaires aussi et les enregistrements, euh, je parlais à différents groupes qui disaient qu'ils détestaient les conférences sur le vieillissement, tu vois. Mais quand il s'agissait d'amis qui parlaient d'une belle journée, du soleil qui brillait, de moments positifs, c'était tout à fait différent. Ben oui, ma mère toujours disait, euh, ah, ouais, quelle magnifique journée, le soleil se lève et coucher lorsque je la mettais au lit. Tu es mon soleil. Ouais, un moment inoubliable. Merci à tous les deux. Oui, et vous avez parlé, Dr. Sheets, de continuer d'avoir accès à des amis, soit par des activités artistiques ou autres, mais j'aimerais y revenir avec David, Rena et John, l'importance d'avoir accès à des choses comme une chorale ou d'autres activités dans votre communauté. Oui, bien, je dirais que c'est équivalent à vivre une vie saine, d'être relié socialement, surtout hein, avec, avec les arts. Un petit exemple, je crois que j'ai la permission de Réna de le dire. Elle pourra me donner un coup de coude, sinon. Elle était dans un café l'autre jour. Et Rena adore chanter. Et il y a quelque chose qui lui a rappelé une chanson, Take Me Out to the Ball Game. Alors qu'elle payait son café, elle a commencé à chanter. Et la caissière
ou le caissier, en fait, était un jeune homme. Et il s'est bien chanté avec elle, et puis il y avait une dizaine de personnes dans le café, mais c'était un moment magnifique de voir les gens s'unir par la musique, sans stigma, et rien de bizarre. C'était un moment de pure joie, et ça me fait sourire encore à chaque fois que j'ai cette image en tête. C'est Rina qui parle. Je veux vous dire qu'il y a eu de magnifiques opportunités d'être parmi des gens qui ont du cœur et de ne pas être isolé. C'est difficile, mais quand vous avez quelqu'un avec qui chanter, ça fait une énorme différence. Ben, moi, j'ai un angle un peu différent là-dessus. Ajouter une des choses qui m'a manqué beaucoup et que j'aimerais revoir, c'est Arts for Mind, l'art pour les esprits de la Société Alzheimer de London. Quand la pandémie est arrivée, il n'y avait plus Art for Mind. Et c'est difficile non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes avec démence. Bon, c'est parti, mais j'espère pouvoir remettre cela sur les expériences offertes. Et je vais aussi raconter l'histoire. J'ai commencé à aller au programme de jour ici à London. Une des choses que j'ai dit, je veux faire des arts et des artisanats. Moi, je peux pas rester assis et écouter de la musique, mais il faut que je sois occupé. Hein. Je ne peux pas rester assis et écouter tout simplement. Il faut que je sois actif. Alors, j'ai dit, je veux faire de l'artisanat. Et on a commencé à faire cela. Et hier, par exemple, j'étais dans le programme de jour. Euh, et- ils ont pris plusieurs photos, hein, euh, de différentes activités que nous avons fait ensemble et je les ai affichées. Alors, c'était magnifique. C'est donc de faire des choses que l'on peut encore faire. Et j'ai trouvé que de faire de l'artisanat, de garder cela à trois étapes, là, après cela, ça devient un peu mélangeant. Alors, donc, de continuer à faire les choses que l'on peut faire, qu'on l'on aime faire, et il y a des programmes pour adultes, programmes de jour, de leur faire faire les choses que vous leur faire parce que ils vont le faire et mettre cela en œuvre, et c'est important. Et aussi la musique. Bon, c'est aussi ce qui s'est passé à McCormick Home. Moi aussi, j'adore la musique. Alors, je comprends, Brenda, ta mère et son amour. J'ai 10 000 chansons sur mon iPhone que j'adore écouter. Alors, une des choses que j'ai faites, c'est à l'heure du midi, le personnel est parti manger. Et moi, je ne veux pas écouter encore la même chanson qu'ils nous font passer à perpétuité pendant des jours et des semaines. Alors, ce que j'ai fait, j'ai impliqué, ce que j'ai permis aux gens de présenter les demandes de toute personne qui voulait écouter de la musique autre que la même chose des années 40 ou 50 répétée à l'éternité. Non, la musique des 70, des années 70 et 80, j'étais sur YouTube et tout le monde est content parce que tout le monde peut choisir une chanson qu'ils veulent entendre. Et voilà, ça fait 1 heure du midi, du repas du midi plus agréable. C'est une des choses que j'essaye de faire. Donc, ce que je vous dis, c'est de demander ce que vous voulez, même si vous avez la démence, que vous soyez des programmes de la Société d'Alzheimer, des programmes de jour pour adultes, tout ce qui peut exister dans la communauté, demandez ce que vous voulez. Et qui sait, peut-être que vous l'aurez. Et c'est bon, tout est bon. Ah, très bon conseil. Merci. Dr. Sheets. Oui, John, j'apprécie ce que tu dis, des gens, de permettre aux gens d'avoir des choix. Mais aussi, c'est pas seulement une question de, de- d'écouter, mais de participer, comme Rena en battant du tambour, hein, de participer, de pouvoir faire des choses plutôt que d'être un observateur, observatrice tout simplement, de pouvoir créer quelque chose, de se surprendre de ce qu'on peut faire. Et l'artisanat, c'est bien.
Mais en fait, si vous avez un artiste professionnel qui vient vous aider à créer quelque chose que vous voulez peindre, ben, c'est pas obligé d'être si compliqué. Et en fait, vous pouvez ressentir que vous apprenez quelque chose, pas tuer le temps simplement, mais que vous créez. Ça pourrait vous surprendre et surprendre d'autres également. Et c'est là où la chorale aide à réduire les stigmas, parce que on peut avoir un concert à la fin de chaque saison où les gens viennent, les familles sont surprises souvent à quel point ces chorales sont de bonne qualité, parce que oui, ben d'avoir un directeur professionnel de chorale, ça fait une grande différence. Et je pense que les gens méritent des programmes de qualité. Hein? Ce n'est pas de la thérapie par la musique ou de thérapie par l'art. Il y a un impact thérapeutique, sans aucun doute. Hein? Mais l'objectif n'est pas nécessairement de médicaliser cela, mais de créer, d'utiliser un modèle social qui encourage l'action, l'interaction, l'implication. Les écoles, les étudiants du secondaire ont joué un rôle important parce qu'ils ont appris à ne pas avoir peur de perdre de mémoire et à comment communiquer avec les personnes plus âgées en général, mais ça leur a pris de l'aide. Il a fallu les coacher un peu au fur et à mesure pour qu'ils soient plus à l'aise. Alors, tous ces éléments sont importants pour créer une communauté, hein, une communauté qui a le soin des autres à cœur. Et quand les gens chantent ensemble, c'est très différent de chanter seul. Vous pouvez chanter tout seul chez vous, mais on ne produit pas les mêmes oxytocines, les mêmes produits chimiques nous aident à nous relier à d'autres personnes. Quand vous êtes en groupe, vous chantez en groupe, comme David and Rina, hein, vous avez fait cette danse à la maison avec un groupe de personnes, il se produit des changements neurochimiques dans le corps qui sont très positifs. Et quand j'ai fait mon Memory Café en ligne, Café Mémoire, c'était difficile. Là, on regardait l'écran, on essayait de créer une histoire ensemble, de faire différentes choses, mais très heureuse maintenant de pouvoir se rencontrer en personne, d'avoir un vrai café ensemble et puis de parler, blaguer, discuter, raconter des histoires. Et les gens sont beaucoup plus énergisés maintenant. Est-ce que je peux faire un commentaire là-dessus également? Oui. Et deux choses que j'ai découvert avec cela, d'amener une personne pour des événements artistiques. À McCormick Home, ils avaient quelqu'un qui faisait de l'artisanat, etc. Et elle est partie, elle n'a jamais été remplacée. Même avec la société d'Alzheimer pour Artful Mind, la personne n'a jamais été remplacée. Alors, il aurait fallu qu'ils engagent, qu'ils trouvent quelqu'un d'abord, qu'ils l'engagent, mais le financement n'est pas toujours là. Alors, il y a des défis à offrir ces activités. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites au bénéfice. Mais voilà, c'est l'autre aspect de ce que j'ai découvert ici, c'est le manque de financement. Oui, les arts sont essentiels, mais il y en a d'autres. Il y a des programmes de répit, des programmes d'aide, mais tout ça est devenu médicalisé. Il nous faut hein, penser plus socialisation hein, quand on prépare ces programmes parce que ce sont des choses qui ont un impact. D'autres programmes aident également, mais l'art de qualité, je ne parle pas là de programmes de thérapie récréative, etc., où il y a différentes activités qui remplissent les heures de la journée, mais je parle de l'opportunité d'apprendre, d'essayer quelque chose de nouveau, de développer une identité comme un chanteur, un artiste, un danseur, une danseuse quelque chose de différent. C'est différent pour chaque personne, mais d'apprendre à s'exprimer alors qu'on perd ses mots, il y a d'autres façons significatives de se connecter à d'autres personnes. Mais merci d'avoir partagé les impacts. Nous avons une question de notre auditoire pour Dr. Sheet, je pense. C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans euh, avec l'Alzheimer, mais qui a commencé un programme et qui aimerait savoir comment il pourrait mesurer l'impact des changements apportés par un programme thérapeutique qu'ils ont euh, instauré. Mais magnifique. Je crois que le jardinage est une façon excellente. Hein, il y a tellement d'essences, plusieurs sens impliqués, le toucher, l'odorat. Oui, je vous inviterai
à trouver quelqu'un dans un milieu universitaire qui pourrait mener une étude sur l'impact de votre programme. C'est difficile à faire, mais ça peut être fait. Quand on a fait de la recherche sur Voices Inquire, on voulait voir si on pouvait mesurer l'impact cognitif et tous les mois, 4, 5, 6 fois par an, parfois. On ne peut pas toujours faire ce genre de choses en termes d'études, mais sur une plus petite échelle, peut-être trouver un membre d'une faculté qui s'intéresse à la vieillesse et qui voudrait collaborer, une collaboration qui pourrait créer et vous aider à mieux évaluer l'impact de vos programmes. Merci pour cette question. En fait, je connais quelqu'un qui fait cela à Laurier. La personne pourrait être un bon point de contact. Vous pouvez vous connecter. Donc, de trouver quelqu'un qui pourrait t'aider avec ça. Oui, exactement. Oui, ça serait bien, John. Si tu peux me donner cette information, je pourrais la partager avec la personne qui a posé la question. Écoutez, c'était une discussion qui a porté fruit. On apprécie beaucoup. Pour votre propre information, les enregistrements seront affichés sur la société d'Alzheimer du Canada, le Dementia Talks Canada. Et quand ils seront prêts, on les fera. Notre prochain webinaire sera le 23 novembre. Alors, nous allons continuer à parler de ce sujet. Et nous encourageons, vous encourageons aussi de suivre les médias sociaux. Nous avons affiché les liens des différents médias sociaux. Il y aura des informations d'afficher là. Et il y aura aussi d'autres ressources. Restez en contact et toutes ces informations sont maintenant dans le clavardage, dans le chat. Il y aura aussi un sondage qui sera envoyé à toute personne qui s'est inscrite. Vous pouvez, et si vous préférez, nous donner des commentaires sur ce webinaire ou tout autre aspect ou tout autre webinaire précédent. Alors, donc c'est alzheimer.ca. Merci aux membres de notre panel, une excellente discussion, de très bons indices pour les personnes aidantes. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Bonne journée.